Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire l'analyse fondamentale d'actions sur une stratégie fort dividende. Cette analyse fondamentale va se faire selon les 8 critères qui sont ici sur la gauche et on va remplir le tableau avec la validation des critères qui se trouvent ici en haut à droite. Mais tout d'abord, quelques rappels sur cette stratégie fort dividende. Vous devez vous définir vos objectifs. Soit votre objectif est d'avoir une rente, des revenus réguliers, de l'argent que vous pouvez dépenser, sortir du coup des investissements, et tout cela sans vendre d'actions. Soit vous voulez pouvoir réinvestir sans vendre, et donc du coup vous n'avez toujours pas vendu d'actions, mais vous avez de l'argent qui arrive régulièrement et vous pouvez réinvestir pour faire augmenter votre capital investi. Mais attention, il y a des gros points d'attention sur cette stratégie. En effet, il faut faire attention à la performance et au cours de bourse de l'action. C'est-à-dire qu'il faut bien analyser l'action sur laquelle vous mettez votre argent, puisque si votre cours de bourse, votre performance n'arrête pas de diminuer année après année, c'est votre capital qui se réduit, même si ce sont des moins-values latentes, c'est votre capital qui est réduit au fur et à mesure. Et en plus de ça, les dividendes, les rendements annoncés quand ils sont annoncés en fort dividende, c'est sur le prix de l'action Axel, donc sur le cours de bourse. Donc si votre cours de bourse a diminué de 50%, donc de la moitié, eh bien votre fort dividende a lui aussi été divisé par 2 et donc vous perdez la moitié de ce dividende. Donc c'est pas très intéressant à ce niveau-là. Donc attention à ce premier truc. Deuxième point d'attention, la pérennité de ce dividende. Et oui, vous mettez de l'argent sur une société pour avoir un fort dividende, mais il faut s'assurer que la société ne va pas péricliter ou qu'elle ne va pas arrêter son dividende. Donc, on ne peut pas en être sûr à 100%, mais il faut faire attention à cette pérennité du dividende, puisque si vous comptez dessus et que vous ne l'avez pas, eh bien vous avez perdu cet apport-là. En tout cas, ça ne peut plus rentrer dans votre stratégie fort dividende. Et le troisième point, c'est la capacité de distribution de la société, donc tout ce que l'on voit notamment avec le ratio de distribution, pour s'assurer qu'effectivement la société garde de l'argent tout de même pour réinvestir un minimum, pour ne pas avoir à couper son dividende justement, ou pour ne pas être complètement surendetté à terme. Une fois avoir défini les objectifs et les points d'attention, et bien après vous avez plein de choix à faire dans votre stratégie, qui sont des choix stratégiques à définir. Est-ce que vous faites une stratégie en DCA? Comment exactement à définir ce DCA, mais ce dollar cost averaging, donc de l'argent à mettre au fur et à mesure, tous les mois, toutes les semaines, est-ce que c'est le même montant, pas le même montant, etc. Tout ça, c'est à définir par vous, pour faire grossir votre capital, ou est-ce qu'à un moment donné, vous arrêtez de faire grossir votre capital? Ça aussi, c'est à définir. Le timing d'entrée, puisque vous pouvez faire du dollar cost averaging sur votre compte global, mais vous pouvez définir un peu les timings d'entrée sur les valeurs, c'est-à-dire que si vous avez par exemple une dizaine de valeurs, eh bien vous n'êtes pas obligé de rentrer à chaque fois tous les mois sur toutes les valeurs. Vous pouvez définir par exemple celles qui ont le plus baissé, ou vous pouvez prendre aussi par exemple les tendances qui sont à la hausse en ce moment. Tout ça, c'est à définir au niveau du timing d'entrée sur les actions. Ou si vous vous intéressez pas à ça et que vous mettez peu importe le moment, tout ça c'est à définir. La durée d'investissement aussi est à définir, c'est-à-dire que est-ce que vous faites à vive aeternam sur l'action, peu importe ce qui se passe, est-ce que vous avez des critères de sortie, donc ça va avec les critères d'achat et de vente, bien sûr, est-ce que vous avez des critères de sortie que vous définissez? Tout cela, c'est vraiment à définir. Qu'est-ce qui vous fait rentrer dans une action? Qu'est-ce qui vous en fait sortir? Est-ce que c'est à vive aeternam, comme je l'ai dit, ou est-ce que il y a vraiment des critères à définir? L'enveloppe fiscale aussi, le PEA, le CTO, puisque le PEA peut être très intéressant sur des forts dividendes, notamment avec les actions françaises, puisque vous ne payez pas ni la taxe du pays, puisque c'est sur PEA, ni la taxe sur les revenus. Et côté CTO, eh bien ça vous donne accès à plus d'entreprises, notamment du côté des États-Unis. Et enfin, bien faire attention à la sélection d'actions et d'ETF, à vos critères. Moi, je vous en propose 8 à chaque fois, mais à vous de faire vos analyses, de compléter au moins les analyses par rapport à celles que je vous donne pour aller faire cette sélection d'actions et d'ETF. Reprenons notre liste d'actions du Stoxx Europe 600 pour aller trouver les actions à présenter aujourd'hui. Lors de la dernière vidéo, nous avons présenté Besi, Enel et A2A. A2A est effectivement descendu dans ce classement puisque ce classement est trié par rendement de dividendes de l'année et les cours boursiers évoluent, et donc avec les actualisations, des fois ça fait diminuer le pourcentage si le cours de bourse évolue à la hausse.
Et du coup, nous cherchons 3 actions suivantes, toujours des actions éligibles au PEA et dont les résultats sont soit en vert clair actuellement au minimum, soit ils vont le devenir. Et les 3 sociétés à présenter pour aujourd'hui sont Generali, Swedbank et Yara International. Commençons donc par Generali. Et Generali, vous voyez, son nom complet c'est Assicurazioni Generali, c'est tout simplement une compagnie d'assurance italienne qui a été fondée en 1931. C'est la 3e compagnie d'assurance au monde, derrière les 2 autres compagnies qui sont Allianz, la première, et AXA, la 2e. Le groupe, il sert 72 millions de clients à travers le monde et il possède une forte position en assurance vie. Ses effectifs, ils s'élèvent ici à 74 000 personnes, même s'il n'y a pas de date d'annoncer. Et au niveau des activités, les primes acquises brutes par activité, elles se répartissent comme suit. L'assurance vie pour un peu plus de 2/3 et l'assurance non-vie pour un peu moins d'1/3. Dans l'assurance non-vie, on va retrouver les assurances automobiles, commerciales et industrielles, l'assurance personnelle, avec notamment incendie et habitation, les accidents et la santé. Le groupe, il développe également des activités de gestion d'actifs. Vous voyez ici 710 milliards d'euros d'actifs gérés à fin 2021, donc beaucoup d'actifs gérés. Des activités de banque avec la filiale Banca Generali et des activités d'immobilier. Au niveau de tout cela, cela fait quand même du coup bien des activités diversifiées et on a vu avec la date de création 1831 depuis bien longtemps. Et la répartition dans le monde, on peut la voir au niveau du site de Generali et vous voyez qu'effectivement l'entreprise est présente au moins sur toutes les grandes zones développées dans le monde industriel, économique et ainsi de suite. Et donc du coup, nous pouvons clairement mettre le côté business, le critère du business en vert. La capitalisation boursière, elle s'élève à 24,77 milliards d'euros. C'est donc une très grosse capitalisation boursière du Stoxx Europe 600 et donc du vert pour ce critère. Passons côté résultat, le résultat net, il est en jaune sur le graphique ici. La tendance ne se voit pas forcément à l'œil nu, mais nous partons de 2,11 milliards d'euros de bénéfices en 2017. Nous passons par 2,67 milliards d'euros en 2019 pour arriver à 2,85 milliards d'euros en 2021. Tout cela est donc bien croissant, même si ce n'est pas complètement croissant puisque vous voyez, nous avons descendu en 2020 et ça se voit encore plus au niveau du chiffre d'affaires où il y a clairement une descente par rapport à 2019. Tout cela donc est en croissance mais pas strictement croissant et nous allons donc mettre ce critère en vert clair. En plus de cette tendance déjà en vert clair, eh bien, les bénéfices et le chiffre d'affaires vont continuer à progresser dans les années à venir. Bien sûr, pas d'explosion exponentielle à la hausse, mais une croissance. Et donc, du coup, ce critère va forcément rester en vert clair, minimum, et peut-être même passer au vert. Le cours de bourse, il apparaît en vert et il est donc haussier. Mais la hausse est faible, vous voyez 7,76% de hausse sur 5 ans. C'est donc une très petite hausse. Et si nous prenons sur 3 ans par rapport au 21 juin 2019, eh bien là nous avons une petite baisse, 6,38% de baisse. C'est donc moins de 5% par an de hausse, moins de 5% par an de baisse. Et bien, du coup, c'est ce qu'on voit à peu près à l'œil nu, même s'il y a la pandémie qui se voit très bien ici, où clairement on perd plus de 40%. Mais sinon, cela reste très neutre. Et donc cette tendance neutre, nous allons mettre du jaune pour le critère de l'évolution du cours de bourse. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, s'affiche ici à 8,76. C'est donc un PER qui est dans l'indice de cherté très peu cher, inférieur à 10, et c'est un critère que nous mettons en vert. Passons côté dividendes, pas pour l'instant pas de graphique. Vous voyez l'évolution des dividendes sur les 5 dernières années, alors 2 dividendes en 2021 de versés. Et nous voyons ici une petite chute entre 2019 et 2020, mais globalement nous passons de 0,85 en 2018 pour passer à 1,07 € par action en 2022, et donc c'est globalement en augmentation, et en plus nous voyons qu'en 2021 c'était encore au-delà. Sur le site, il l'explique clairement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont retiré une tranche. Alors, ils décalent les années, puisque c'est les années considérées sur le bilan comptable et pas l'année de versement qui est l'année suivante. Mais du coup, en fait, ils ont décalé une partie de ce qui allait être versé en 2020 pour le verser en 2021. C'est ça la tranche supplémentaire que l'on voit. Donc, vous auriez pu, et vous pouvez considérer que c'est complètement croissant, et donc mettre ce critère en vert. Néanmoins, comme ça a diminué, puis a augmenté, puis a rediminué, je vais quand même mettre du vert clair. Cela ne change pas grand-chose au final. Donc un critère en vert clair.
Le rendement, il est affiché ici à 6,85%. C'est donc un rendement qui est très élevé, bien au-delà des 3%, une action qui a totalement sa place dans une stratégie à fort dividende du côté du PEA et de l'Europe, et donc du coup un critère en vert. Associé à ce fort dividende, vous trouvez ici la distribution sur le résultat net. Et ce que l'on voit, c'est que dans les années normales, on va dire avant 2019, tout ce ratio de distribution semble être dans une zone située entre 50 et 60%. C'est notre zone en verte. Cela semble être géré par la société. Elle a un peu diminué comme on l'a vu en 2020, donc elle s'est passée un peu en dessous au niveau du ratio, et donc c'est encore plus en vert, mais par contre du coup cela passe dans notre zone orange, même si c'est le bas de notre zone orange pour 2021, avec cet ajout de dividendes qui forcément par rapport aux bénéfices de l'année, même si c'est quelque chose qui est un peu décalé de l'année d'avant, viennent s'ajouter et viennent faire augmenter ce ratio de distribution pour l'année 2021. Rien d'inquiétant si cela reste ainsi, puisqu'on devrait revenir probablement sur des années où ce ratio de distribution va osciller entre 50 et 60%, donc notre zone en vert. Néanmoins, nous allons noter ce mini bémol, et pour ce mini bémol, nous allons mettre du vert clair. Nous allons du côté de la Suède pour la deuxième entreprise, puisque son nom porte presque le nom du pays, il s'agit de Swedbank AB exactement. C'est tout simplement une banque qui est basée à Stockholm en Suède et qui est présente aussi dans les pays tels que l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie et l'Ukraine. Elle dessert 8,8 millions de clients individuels, 441 000 entreprises. Elle compte en tout cas 750 agences du côté de la Suède et elle emploie 16 000 personnes à travers ses activités en Suède et à l'étranger, dans les pays qu'on en a déjà parlé. C'est tout simplement l'une des principales banques de Suède avec Nordea. Nordea, nous l'avons déjà vu dans une précédente vidéo dans cette stratégie fort dividende sur des actions éligibles au PEA. Et c'est une principale banque aussi avec Handelsbanken et SEB. La date de création, vous la voyez ici, 1997. Et allons voir plus en détail les activités qui s'organisent autour de 3 pôles. Tout d'abord, la banque de détail. On va retrouver effectivement toutes les activités bancaires un peu classiques. La banque de détail pour 3/4 des revenus. L'activité, elle est assurée notamment du côté de la Suède, aux Pays-Baltes plutôt. Et aux Pays-Baltes, vous voyez encore le 3/4, 1/4. Ensuite, nous retrouvons la banque d'investissement de financement de marché pour 17,1% du chiffre d'affaires, l'intervention sur les marchés d'actions, de taux, de change, de financement dans grandes entreprises et spécialisées, de projets d'acquisition, l'intermédiation boursière que l'on trouve ici, et le groupe, il développe également des activités de gestion d'actifs et d'assurance. Et vous voyez quand même plus de 7% d'autres activités qui ne sont pas nommées ici, mais qui sont dans un pôle autre à part. À fin 2021, là vous voyez les énormes chiffres, comme pour un gros groupe bancaire. Le groupe il gère 1265,8 milliards de SEK, ce sont des couronnes suédoises, en cours de dépôt, et 1742,7 milliards de couronnes suédoises en cours de crédit, donc des énormes montants. La commercialisation des produits et services bancaires réalisés au travers d'un réseau de 423 agences qui sont implantées essentiellement en Suède, 153 en Suède et 80 du côté des Pays-Baltes notamment. La répartition géographique des revenus, elle se situe comme ça, c'est quand même 3/4 qui sont en Suède. Ensuite, nous trouvons l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Norvège aussi, les États-Unis un tout petit peu, et d'autres avec 1,7%. Donc, vous voyez qu'on parlait de l'Ukraine, et donc dans tous les cas, l'Ukraine fait partie de ces 1,7%. Donc, rien de trop inquiétant là-dessus non plus. Le groupe, ça fait bien longtemps qu'il est en place, ça fait réparti sur plein d'activités bancaires assez traditionnelles, présent pas partout dans le monde, ou en tout cas pas uniformément, mais bien présent dans tous les pays du Nord. C'est une grosse bancaire, comme on l'a vu, des pays nordiques. Nous pouvons mettre du vert côté business, et vous pouvez aller voir toutes ces activités bancaires, que ce soit privées, de services aux entreprises, du côté de leur site internet. La capitalisation boursière, 153,39 milliards de couronnes danoises que l'on voit ici. Si on fait la conversion, vous voyez que ça donne 14 milliards d'euros. C'est donc une grosse capitalisation boursière du Stoxx Europe 600 et nous pouvons mettre du vert pour le critère de la capitalisation boursière.
Les résultats, le résultat net en jaune sur le graphique ici, eh bien, ça se voit un peu à l'œil nu que 2021 avec 20,87 milliards ici, je crois que c'est même pas, je crois, c'est sûr, c'est remis en dollars. Alors, 20,87 milliards de dollars de bénéfices en 2021, c'est supérieur aux 19,70 de 2019 et c'est supérieur aux 19,35 de 2017. Et donc, globalement, nous avons quelque chose de croissant. Même si on voit un plongeon en 2021, et donc c'est pas complètement croissant, c'est pas totalement croissant, c'est juste globalement croissant, et c'est donc un critère que nous mettons en vert clair. À noter que selon les estimations, eh bien là pour le coup, ça risque de se tasser un petit peu sur les années 2022-2023 par rapport à 2021 au niveau des bénéfices pour cette entreprise. Et donc du coup, on va revenir dans une tendance plutôt neutre, plutôt jaune par rapport à une croissance qui serait continue, mais on va repartir en croissance. Mais c'est juste qu'on va retomber un peu à un niveau en dessous avant de repartir. Et donc du coup, on repassera au-dessus des bénéfices de 2021 vers 2024 environ. Donc du coup, attention à cette tendance jaune au niveau des estimations, puisque si elle s'avère exacte, eh bien ça ne fait pas quelque chose qui est très croissant et pas très porteur pour la suite, même si pas de souci pour le reste pour cette entreprise. Le cours de bourse, eh bien lui, vous voyez qu'il apparaît baissier, avec 34% de baisse ici. Il apparaît en rouge, et si nous prenons sur 3 ans à partir du 21, c'est 20 exactement ici, c'est le 20 juin 2019, et bien là aussi nous sommes en baisse, mais seulement de 3,42%. On voit que la grosse baisse, elle s'est faite en 2019, et même pas au niveau de la pandémie, hein, c'est vraiment un an avant la pandémie qu'il y a eu une grosse chute ici de l'action. Et du coup, ce critère, nous allons forcément le mettre en orange, puisque forcément nous baissons, mais par contre, une fois que ça avait fait la grosse baisse ici, nous avons fortement moins baissé. Pour l'instant, du coup, un critère en orange pour cette forte baisse sur 5 ans et moins forte baisse sur 3 ans. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est affiché à 7,43 ici. C'est donc un PER très peu cher, qui est dans la zone inférieure à 10, un indice de cherté tout à fait correct que nous mettons, et c'est le critère en tout cas que nous mettons en vert. Passons côté dividende, et côté dividende, vous voyez là c'est exprimé en SEK, donc en couronne suédoise, et du coup eh bien ça est très oscillant comme dividende, et puis c'est très neutre, hein, parce qu'on pourrait presque se dire qu'effectivement c'est un peu comme les résultats ou la tendance des résultats à venir, ça reste très peu haussier et assez neutre comme tendance, avec quelque chose un peu qui oscille. Et donc du coup avec les estimations 2022, eh bien, nous allons être en dessous de 2018 sur 5 ans, et avec cette oscillation, eh bien, ça fait quelque chose que nous mettons en orange, puisque c'est pas une baisse continue, c'est quelque chose qui reste quand même chaotique, et c'est pas dit que ça remonte pas, surtout lorsque les estimations de résultats seront à la hausse, ou même que les résultats faits seront à la hausse. Dans tous les cas, pour l'instant, le critère il est orange et très chaotique. Allons voir le rendement. Le rendement il s'affiche ici à 6,22%, c'est donc un fort rendement, bien au-delà des 3%, une action qui a totalement sa place dans une stratégie fort dividende, c'est classé pour une entreprise du secteur bancaire, et nous mettons ce critère de rendement en vert. Associé au rendement, le ratio de distribution, la distribution sur le résultat net que vous voyez ici. Alors là, on a un peu de tout pour cette entreprise. Nous avons notre zone en vert clair ici pour la meilleure année en 2018, mais c'est le haut de la zone vert clair. Nous avons deux zones en jaune, 2017 et 2021 ici. Une zone en orange, mais qui va de la zone orange en 2019, donc on pourrait presque dire que ici et jusqu'à 2021, tout ça c'est notre zone grande jaune, en compensant les critères, moyennant les deux critères 2018-2019. Et par contre en 2020, où l'entreprise a baissé au niveau du chiffre d'affaires, elle n'a pas baissé pour autant plus que ça son dividende, et donc elle n'a pas hésité à puiser dans ses réserves ou à s'endetter pour fournir ce dividende à ses actionnaires. Et donc du coup c'est le gros bémol que nous allons mettre, et comme nous mettons ce gros bémol sur une zone qui est déjà en jaune, eh bien nous allons mettre du orange pour terminer avec ce critère où globalement pas trop d'inquiétude, il est à noter quand même que la société ne réinvestit pas la majorité de ses dividendes, mais semble quand même contrôler sa situation financière. Nous allons du côté du secteur de la chimie pour la dernière entreprise, et du côté de la Norvège avec Yara International, qui est une société chimique basée en Norvège.
C'est tout simplement le plus grand distributeur de nutriments pour végétaux sous forme d'engrais cristallisés. Ses principales activités sont la fabrication et la mise en marché d'engrais azotés tels que l'urée, des nitrates. Elle synthétise cette entreprise également et vend de l'ammoniac, l'élément essentiel pour la fabrication des engrais azotés synthétiques, donc très orienté vers les engrais. Cette société elle a été fondée en 2004 et vous voyez les effectifs en 2013, donc ça date comme chiffre, mais ils étaient inférieurs à 10 000 personnes. Un peu plus de détails avec la répartition par activité du chiffre d'affaires. Et la première activité que nous trouvons, c'est la production et la vente d'engrais minéraux pour 80,5%. Et donc du coup, c'est la grosse majorité de ce qui est fait par cette société. Vous voyez les 29 millions de tonnes vendues en 2020 d'engrais azotés simples, de fertilisants complexes à base d'azote, de phosphore, des engrais de spécialité ici, des fertilisants à base de magnésium et de soufre. Et le chiffre d'affaires par zone géographique se ventile entre l'Europe 31,3%, Amérique 48,9% et Asie 19,8%. Tout ça pour cette première activité qui représente 4/5 du chiffre d'affaires au niveau des activités. Et donc vous voyez déjà une belle répartition géographique rien que pour les 4/5 du chiffre d'affaires. Dans les autres dans le 5e qui reste, du coup, nous trouvons tout d'abord la vente de produits chimiques industriels, vous voyez 14,8%, avec cette fois-ci 7,1 millions de tonnes de produits chimiques azotés vendus. Vous voyez, on retrouve l'ammoniac ici par exemple. Et tout cela se fait à destination des industries de l'automobile, de la construction, du traitement des déchets, du transport maritime, des produits chimiques, de l'exploitation minière et de l'alimentation animale. On voit déjà une bonne répartition géographique avec l'activité d'avant, et ici on a beaucoup de secteurs de clients, et donc ça c'est très intéressant aussi d'avoir une bonne répartition au niveau des différents clients. La production d'ammoniac elle-même, ça représente 4,5% du chiffre d'affaires du groupe, qui développe également une activité de négoce au niveau de l'ammoniac. Les autres, 0,2%, représentent pas grand-chose. À fin 2020, le groupe il disposait de 28 sites de production dans le monde, et au niveau de la répartition géographique du chiffre d'affaires global dans le monde, eh bien on retrouve à peu près un tiers en Europe, le Brésil un quart, l'Amérique latine à 8,6%, l'Asie à moins de 15%, l'Amérique du Nord à plus de 10% et l'Afrique à 5,7%. La répartition géographique que nous voyions déjà avant n'est vraiment pas à remettre en question, ni les activités. Et comme il s'agit du numéro 1 mondial au niveau de la production et de la commercialisation d'engrais minéraux, eh bien tout reste à penser, tout laisse à penser que nous pouvons mettre du vert côté business sans aucun souci. Et bien sûr, vous pouvez retrouver leurs différents produits et solutions sur leur site internet. Au niveau de la capitalisation boursière pour Yara International, eh bien vous voyez 112,439 billions, donc milliards, de couronnes norvégiennes ici. Nous sommes en couronne norvégienne, et les couronnes norvégiennes, vous voyez que ça fait à peu près 10 milliards d'euros ici. C'est donc une grosse capitalisation boursière d'une action du Stoxx Europe 600, et nous pouvons mettre du vert pour ce premier critère. Au niveau des résultats, le résultat net en jaune sur le graphique ici. Alors, on voit rien de particulier à l'œil nu, mais nous partons en 2017 de 477 millions, là c'est remis en dollars cette fois-ci, de bénéfices. Nous arrivons à 449 millions, et donc du coup nous sommes en baisse au niveau des bénéfices quand ils sont remis en dollars. On serait plus dans une zone jaune si on était vraiment resté en couronne norvégienne, mais nous allons le considérer en dollars, c'est très bien ici. Et comme nous montons jusqu'à 599 millions de dollars de bénéfices en 2019, et bien vraiment nous sommes sur deux tendances négatives, donc un critère qui va partir en orange puisque c'est pas complètement négatif, mais au niveau des bénéfices, et bien sur les 5 dernières années, ça a été plutôt quand même dans le négatif. Mais si je vous présente la société, eh bien c'est que tout ça, ça va s'améliorer et repartir sur du positif, et même fortement en 2022, en tout cas ce sont les estimations. On devrait donc avoir un bond et une petite après quelque chose qui va davantage se tasser au niveau des bénéfices, mais se tasser très au-delà de l'année 2021.
Donc même si on va avoir un tassement après coup, on va clairement remonter dans une zone vert clair pendant un petit moment et on va être bien plus bénéficiaire qu'actuellement pour cette société. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui peut être intéressant à jouer avec cette société. Mais pour l'instant, ce critère, nous le laissons en orange. C'est le statut actuel. Le cours de bourse, vous le voyez ici, ce cours de bourse, eh bien globalement, il apparaît haussier. Alors, je n'ai pas les pourcentages directement ici, je vais vous les mettre dans le tableau de fin, mais globalement, que ce soit sur 3 ans, on voit qu'au départ, ça a stagné avant d'augmenter. Sur 3 ans ou sur 5 ans, eh bien c'est en augmentation, mais la hausse sur 3 ans elle est faible, puisque vous voyez sur 3 ans on se retrouve ici au niveau du pic, et donc du coup c'est une croissance globale et un critère que nous allons mettre en vert clair, car la croissance sur 3 ans n'est pas énorme en termes de pourcentage, alors que sur 5 ans elle est déjà bien plus intéressante. Le PER, le rapport PE sur 12 mois est affiché ici à 8,19. C'est donc un indice de cherté qui est très peu cher, dans cette zone inférieure à 10. On en trouve beaucoup pour les actions à fort dividende, puisque ce sont des sociétés bien en place et qui n'ont pas forcément des fortes croissances à attendre de leurs bénéfices. Mais là, c'est un indice bien peu cher qui se trouve donc inférieur à 10, et un critère que nous mettons en vert. Passons sur les critères côté dividendes. Vous voyez ici les dividendes. Là, nous sommes revenus en couronne norvégienne pour ce graphique-là. Et on voit tout simplement que c'est un peu chaotique. Ce n'est pas une forte tendance, mais par contre, la tendance a fortement augmenté au niveau du versement de dividendes depuis l'année 2020. Et même si l'année 2022 va être un peu en baisse, eh bien, ça va être largement plus que 2018. Et donc, du coup, cette tendance, même si elle n'est pas complètement constamment à la hausse, elle est quand même globalement croissante et c'est donc un critère d'évolution du dividende en vert clair. Le rendement du dividende, le dividende et le rendement à terme, vous voyez le montant du dividende et vous voyez le 6,80% qui nous intéresse pour ce critère. C'est donc un gros rendement de dividende avec 6,80% largement supérieur à 3%, un critère que nous mettons donc en vert et une action qui a parfaitement sa place dans une stratégie fort dividende si vous voulez jouer le fait que les bénéfices vont partir à la hausse pendant au moins quelques années, même si ça va se tasser après. Associé à tout ça, la distribution sur le résultat net, vous le voyez ici, cette distribution, et alors là c'est très erratique. On a déjà 3 années, 2018, 2020 et 2021, où il faut noter que les dividendes ont été très élevés par rapport aux bénéfices faits. Même si on voit que les bénéfices, selon les estimations, vont largement partir à la hausse, le dividende, lui, a bien été augmenté en avance de phase, et donc du coup, ça nous crée des gros pourcentages où l'entreprise n'a pas hésité à puiser dans ses réserves ou à s'endetter pour verser son dividende à ses actionnaires. Nous avons pour le reste du temps une zone jaune en 2017 et en 2019 une zone verte. Et tout cela fait quand même beaucoup de rouge et quelque chose qui est quand même très élevé au niveau du ratio de distribution. L'entreprise ne réinvestit pas énormément de ses bénéfices et donc du coup nous allons mettre une zone orange pour tout cela, cette gestion un peu chaotique, même si pour l'instant il n'y a rien non plus d'inquiétant, même s'il faut quand même faire attention puisque toutes ces zones en rouge au-delà de 100% de bénéfices distribués, eh bien ce n'est pas viable à long terme. Voici donc le bilan pour ces 3 actions de l'indice Stoxx Europe 600 qui sont toutes éligibles au PEA, qui peuvent être, où vous pouvez investir sur ces actions dans une stratégie à fort dividende. Nous commençons par la gauche avec Generali du côté de l'Italie, et là on voit un bilan qui est plutôt positif puisque seul le cours de bourse apparaît en jaune et plutôt neutre, et haussier sur 5 ans mais baissier sur 3 ans, mais sinon tous les autres critères sont en zone vert clair ou vert, et en plus de ça les résultats devraient rester dans cette zone en progression, ce qui est plutôt positif généralement pour le reste, avec un cours de bourse qui pourrait effectivement suivre une tendance un peu haussière. Et en plus de ça, ce qui est très intéressant, c'est que côté dividende, les critères là aussi sont en vert ou en vert clair, et donc en plus de ce fort rendement, eh bien on voit que la distribution, elle est relativement bien gérée, relativement très bien gérée, et donc il n'y a aucun souci à se faire du côté financier pour Generali, et donc du coup un dossier plutôt positif. Pour le dossier Swedbank du milieu, eh bien là c'est un dossier qui apparaît également positif, même si le cours de bourse lui il a fortement chuté, donc c'est ce qu'on n'aime pas dans une stratégie fort dividende, on évite quand même de faire chuter ses investissements.
Mais par contre, eh bien, ce qui peut être très intéressant, c'est qu'effectivement, les résultats qui sont en vert clair ici, eh bien, devraient continuer à être en vert clair, même si ça va retomber pendant un petit moment. Mais du coup, c'est peut-être cela qui peut être joué, c'est que le cours de bourse est peut-être déjà tombé en avance de phase avec cette zone qui va être plutôt jaune pendant quelques années, et peut-être qu'il y aura un moment où ça pourrait être intéressant de jouer sur cette action. En tout cas, il faut réussir à trouver les bonnes entrées sur cette action si vous le souhaitez. Mais un dossier qui apparaît relativement positif. Néanmoins, du côté des dividendes, là c'est beaucoup moins jouable que pour Generali, et c'est ce qui peut faire un gros bémol sur cette action, en plus déjà des résultats et du cours de bourse qui sont quand même dans une moindre tendance par rapport à Generali. Là, nous avons un dividende qui est en baisse globalement, et en plus un ratio de distribution qui est moins bien maîtrisé. Et donc tout ça peut jouer en la défaveur de ce dossier par rapport au dossier qui est sur la gauche. Sur la droite, le dossier qui est du côté norvégien avec Yara, eh bien, vous voyez que selon les critères essentiels, eh bien, ce dossier il apparaît positif, puisque là, seuls les résultats sont en petite diminution en orange. Vous voyez, moins 6% sur les 5 dernières années de résultats nets. Mais par contre, comme on l'a vu, ça va faire un bond complet à la hausse, même s'il va y avoir un tassement derrière. Et c'est ce bond probablement qui a déjà été joué en partie au moins sur le cours de bourse, même si, si les résultats à venir s'avère exact, le PER reste déjà dans une zone pas chère, ça n'a pas été complètement pricé à la hausse, mais peut-être qu'il faut faire attention, puisque avec les estimations de tassement, si ça se tasse vraiment beaucoup, eh bien ça pourrait donner une tendance pas très glorieuse après 2022. Du côté des dividendes, là aussi il y a un bémol, puisque certes le dividende est élevé et plutôt en augmentation, mais on a vu que c'était très erratique au niveau de la distribution, et ça peut être un gros bémol aussi pour jouer sur cette action. Et il faut voir, réfléchir à quel point l'action va pouvoir verser son dividende de façon continue, et on voit que c'est en augmentation, en baisse très erratique, et donc du coup à voir comment elle va gérer cette distribution. Je vous laisse moi ici avec ce tableau rempli avec les différentes couleurs pour ces 3 actions éligibles au PEA dans une stratégie fort dividende sur l'indice Stoxx Europe 600. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.